Bonjour à tous et bienvenue dans On en fait tout un cinéma. Je suis ravi de vous accueillir depuis le cinéma Majestic Le France de Remiremont pour ce nouveau programme cinématographique. Je suis ravi d'être là avec vous pour commenter avec mes amis sur les films qui sortent à l'affiche. Et justement, pour en parler avec vous et avec moi ce soir, Brigitte, Benoît, Cécile et Jérôme. Merci à tous les quatre d'être là justement pour commenter tous les films que vous avez pu voir à l'affiche dernièrement. Et on commence avec le premier film qu'on va vous conter ce soir, c'est Armageddon Time, film dramatique américain réalisé par James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong ou encore Anthony Hopkins. Le film a été présenté au Festival de Cannes cette année et James Gray revisite ici son enfance, puisqu'il faut le dire, ses 5 premiers films avaient pour cadre la ville de New York. Ensuite, le réalisateur s'est aventuré dans la jungle avec The Lost City of Z, puis dans l'espace avec Ad Astra. Armageddon Time marque donc son retour à New York. L'histoire ici est très personnelle, puisque c'est celle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80. On regarde la bande-annonce du film et on en parle ici avec Brigitte, Benoît et Cécile tout de suite après. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. I think I want to be an artist when I grow up. You're gonna be an artist if you want to be. Nothing's gonna stop you. You're going to college. He'll have dinner with kings if he plays his cards right. I really like your stickers. My stepbrother gave them to me. He's in the Air Force. That's so cool. How dare you! A menace to you! But you're not to associate with him again. What do you mean? Why? I think you know what I mean. My parents are sending me to my brother's school. That's heavy. In this institution, you can be anything you want to be. It won't be because of a handout. It'll be because you earned your way there. Something's bugging you. What is it? Sometimes kids say bad words about the black kids. Who's that? Somebody from my old school. Did they ever come to your house? What do you do when that happens? Obviously nothing, of course. You think that's smart? My mother, when we came over here, we didn't have much. Why'd she come here? They wanted to kill her, that's why. They were soldiers, and sometimes they'd go out looking for Jews. They hated us then, and they still hate us. So we got on a boat and we came over here to America, the land of dreams. You just wanted to be like you. I want you to be a whole lot better than me. Life is unfair. Be thankful when you get a leg up. You make the most of your break and do not look back. All my hopes are with you and your brother for my whole life. Next time those schmucks say anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. Armageddon Time à découvrir dans les salles et on commence à en parler avec Brigitte qui a vu le film pour nous. Oui, alors ce film, il a quand même 1 an et demi, c'est son titre. Parce que moi, quand j'ai vu, Armageddon Time, bon, Armageddon, l'apocalypse, moi je voyais le film catastrophe bourré d'effets spéciaux, et c'est pas ça du tout. C'est vrai que ça vend un peu le film bizarrement. C'est un film intimiste, qui a recréé une espèce d'ambiance rétro, y compris dans les couleurs d'ailleurs de l'image. Et je trouve que c'est un film très touchant. On sent l'histoire personnelle, cette famille juive qui très modeste, cette envie que leur enfant réussisse, ait une vie meilleure que la leur. Et puis on découvre aussi, aux côtés de cet enfant, le racisme de l'Amérique de cette époque, en tout cas, avec en fond les années Reagan qu'on aperçoit. On ne voit pas beaucoup
de choses quand même du contexte de la vie sociale et politique de l'époque. On a surtout les yeux de cet enfant. D'ailleurs, le jeune qui joue ce rôle est très très charmant, touchant. Je trouve que le film lui doit aussi beaucoup. Il s'appelle Banks Repeta, je pense qu'on le reverra sans doute. Et puis, alors, il y a Anthony Hopkins dans le rôle d'un grand-père merveilleux. Enfin, c'est un film qui est aussi plein d'amour, plein de choses comme ça, qui font du bien, quoi. Un film qui fait du bien, donc à voir. Benoît, est-ce que tu dis même avis? Oui, je partage en partie l'enthousiasme de Brigitte. Moi, James Gray, c'est un réalisateur que j'ai beaucoup aimé sur ses premiers films. Little Odessa, The Yard, pour moi, ça a été des grands chocs de cinéma. Films à New York, alors. Et ouais, et puis je l'ai perdu un peu. J'ai trouvé ces films de plus en plus lisses, de plus en plus ennuyeux. Ad Astra, j'ai trouvé ça, mais vraiment d'un vide abyssal. Je me suis ennuyé comme jamais. On est d'accord. The Love City of Z, c'est pareil, c'est pas un film qui m'a forcément captivé. Donc là, j'attendais beaucoup de ce film-là. Et alors, formellement, je trouve le film vraiment très réussi. Il y a une qualité d'image, de photos, de mise en scène qui est vraiment très intéressante. Par contre, au niveau du scénario, je trouve que ça pêche un petit peu. Je trouve le film est lisse, c'est limite didactique par moments, c'est-à-dire qu'on vous montre le racisme, qu'est-ce que c'est que la vie dans une famille juive à New York dans les années 80, etc. Mais moi, je n'ai pas ressenti l'émotion que j'attendais de ce film-là. Voilà. Je ne dis pas qu'il fallait qu'il fasse Il était une fois en Amérique, mais j'attendais vraiment un point de vue fort de la part de ce réalisateur-là, d'autant plus qu'il se dit influencé par Les 400 coups de Truffaut, qui est un film qui, moi, m'a vraiment marqué, qui est un film fondateur. Donc voilà, j'attendais beaucoup plus d'un James Gray que je trouvais lisse. Voilà. Cécile, d'accord avec Benoît et Brigitte? Mais pas du tout. Moi, j'ai tout aimé de t'as aimé. James je Gray. pensais que ça allait être l'inverse. The Immigrant, Ad Astra, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a toujours la relation au père. Même dans un film de science-fiction, etc. Enfin, il parle donc du lien filial avec son père, et puis Armageddon. Le titre est impossible à dire. Armageddon Time. T'as bien raison. Hein, bon. Mais par ça, il voulait désigner l'orée des années Reagan, qui ont été une catastrophe pour lui, pour les États-Unis. Donc, un repli conservateur, etc. Alors, moi, j'étais un petit peu déçue par le film. Je trouvais que le gamin n'était pas à la hauteur, l'acteur. Ah oui, alors que moi, je l'ai trouvé très terne. J'ai bien aimé le début. Alors, la référence aux 400 coups, elle est là, parce qu'il me semble que la première séquence, c'est une séquence de classe. Anthony Hopkins, c'est extraordinaire. Les relations qu'entretient ce petit garçon avec son grand-père. Et puis, sa mère. Mais on s'aperçoit très vite que c'est aussi le lien avec le père, qui intervient un petit peu plus tard dans le film, qui est très présent, un père ultra violent. C'est quand même une expérience personnelle. Je pense qu'il a dû en baver avec son père, James Gray. Moi, je suis un peu plus dubitative, mais c'est du grand James Gray. Après, moi, le regret que j'ai, c'est les années 80. Moi, j'attendais vraiment... Il y a tellement de films qui ont reconstitué les années 80, qui ont vraiment montré l'impact politique, le conservatisme arrivant. Là, de Reagan, c'est vrai qu'on le voit peu, trois fois rien, quoi. Oui. Donc là-dessus, j'attendais plus aussi. C'est un peu des films d'époque aujourd'hui, les années 80, donc c'est ce qu'on vient rechercher aussi en salle, j'imagine, avec cette même le New York, on sait que le New York des années 80, c'était un New York extrêmement sombre. Et là, tu as l'impression que tout est un peu joli. Après, ils habitaient sans doute dans un quartier. Ils habitent dans le Queens, donc on est quand même assez loin de Mais Manhattan. c'est un quartier. C'est un quartier qui n'était pas forcément très. Le Queens, c'était très chaud à l'époque. Le film ne montre pas ça. Ah oui, voilà, on est quand même dans un décalage. Le film ne montre pas ça. Bon, pas de Bruce Willis à l'horizon. Non, toujours pas. Pour sauver tout ça. Globalement, le film vous a plu. S'il fallait noter le film entre 1 et 5, quelle note lui donneriez-vous, Brigitte? 4. À 4 sur 5, bonne note. 3. Ouais. Donc moi, comme je n'ai pas aimé, je mets 4. Belle note aussi. Globalement, vous avez aimé ce film. C'est un très grand film. Vous conseillez donc les spectateurs d'aller voir Armageddon Time. On va continuer avec un autre univers, totalement, puisqu'on part vers l'univers de Black Panther, Wakanda Forever. Film d'action réalisé par Ryan Coogler avec Letitia Wright et Angela Bassett. Film donc à découvrir, le film d'action. C'est la suite du premier volet qui avait cartonné dans le monde.
On regarde la bande-annonce et on en parle avec Jérôme juste après. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Coucou Khan. Le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue de frapper. Montre-leur qui nous sommes. Black Panther, de retour donc dans les salles pour un deuxième film. C'est le 30e long métrage de l'univers cinématographique Marvel. Et Jérôme, tu l'as vu, est-ce que tu as aimé ce second volet? Non. Ah, on mérite d'être clair. D'entrée, on sait. Non. Franchement, c'est un film qui a une lourde tâche parce que il conclut la 4e phase de l'univers Marvel au cinéma, qui a commencé donc juste après les deux derniers Avengers, qui étaient énormes, qui ont pété tous les records. Et c'est vrai qu'il y avait eu aussi donc le premier Black Panther qui avait fait plein de records. Et qui était bon pour le coup. Et non. Ah non, pardon. Non, qui était moyen. Qui était plutôt moyen, voilà, qui a eu un succès, on va dire, davantage, je pense, lié au contexte qu'à ses réelles qualités cinématographiques. Et donc voilà, la lourde tâche ici, c'est de faire suite à tout ça. Et surtout, il faut dire que l'interprète original de Black Panther est décédé entre-temps. Oui, donc, ça c'est vrai, c'est important de préciser. Ouais. Il a disparu, ils doivent gérer ça du coup dans ce film. Et c'est un problème, ça s'avère être un problème parce que oui, c'est un bel hommage, c'est un très bel hommage à l'acteur, ok, mais le film est complètement écrasé par cet héritage du coup. En fait, le film s'appelle Black Panther, mais il n'y a quasiment pas de Black Panther dedans. Ça nous montre le Wakanda qui essaie de s'imposer sur la scène internationale justement sans Black Panther, alors qu'on voit très bien juste en regardant l'affiche qu'on sait qu'il va y avoir un nouveau Black Panther qui va prendre sa suite. Il n'y a pas de suspense. Donc 2h40 déjà pour un faux suspense comme ça, avec un nouveau méchant qui fait une entrée fracassante dans l'univers Marvel, alors ok, qui est un personnage important dans les comics, mais qui est très très maltraité finalement, qui s'avère être un personnage complètement lisse, aux motivations limite incompréhensibles. Du coup, on a un film très bavard, qui ne sait pas trop où il va, qui est tout le temps dans l'hommage, d'accord, c'est bien, mais ça aurait été peut-être bien de commencer avec l'hommage et puis après de passer à la transition. Or, finalement, tout le film n'est qu'une gigantesque transition vers un futur Black Panther. Donc, en fait, ici, ils auraient dû gérer ça totalement différemment. Je comprends qu'ils aient été pris au dépourvu, mais franchement, il n'y a pas de quoi faire un blockbuster. En fait, le problème de ce film, il n'y a pas de personnage principal dans ce film. C'est comme si on faisait la suite d'un énorme blockbuster, mais sans le héros du premier, oui, et uniquement avec les personnages secondaires. Et ben, du coup, il manque quelque chose. Ça ne marche pas. On attend quelque chose, on attend un souffle, on attend une relève. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais... Voilà, c'est un film de transition et ça ne devrait pas. Je veux dire, maintenant, ils ont un service qui s'appelle Disney+. Ils auraient pu faire la transition là-dessus et nous offrir ensuite un vrai Black Panther 2 qui aurait mérité son titre, parce que là, le film ne mérite absolument pas son titre. Black Panther, donc, une note peut-être sur 5 ? Une note, 2. Ah oui, voilà, 2, ouais, parce qu'il y a 2-3 scènes d'action quand même sympas, ouais, il se passe des choses dans le film, parce qu'on n'a pas l'impression, là, comme ça. Oui, il y a quelques scènes d'action, mais des grosses scènes d'action de grande ampleur, mais le scénario est vraiment pas génial.
Donc il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension, je veux dire. Et puis c'est des scènes d'action relativement génériques, quoi qu'il arrive. C'est du déjà vu, donc voilà. Ouais, rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Mais peut-être un Black Panther 3, quoi. Oui, oui, forcément, il y en aura un, oui, mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu le gérer. Voilà, à voir ou non. On change d'univers, on retourne avec le cinéma français et Les Amandiers, comédie dramatique française réalisée par Valeria Bruni Tedeschi. Au casting, Louis Garrel, et le film se passe une nouvelle fois à la fin des années 80, où Stella, Étienne, Adèle et toute la troupe qui ont 20 ans passent un concours d'entrée dans une célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman. On regarde justement la bande-annonce du film et on en reparle ici sur le plateau juste après. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris, là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de PD qu'on fait. Exactement, exactement. Un jour, il va plus te retenir, un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Les Amandiers, film présenté cette année en compétition au Festival de Cannes. Brigitte et Benoît ont vu le film. Qui veut commencer? Benoît? Oui, pour dire que c'est un film moi, qui m'a plutôt emballé. Pourtant, Valeria Bruni Tedeschi, c'est une réalisatrice avec laquelle je suis souvent assez partagé. Autant il y a certains films qui m'ont emballé, autant il y en a d'autres qui m'ont vraiment irrité. Même en tant qu'actrice, c'est une actrice qui joue beaucoup sur la voix, les émotions, etc. Et bon, il faut adhérer à son style. Là, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. C'est un de ses films les plus réussis, je trouve. C'est quelqu'un qui aime bien, en général, travailler sur son vécu, sur des expériences de sa vie. Et là, donc, elle nous raconte ses débuts en tant qu'actrice, en tant qu'élève comédienne au Théâtre des Amandiers, tu l'as dit, donc sous la conduite de Patrice Chéreau. Donc, elle nous fait revivre cette année qu'elle a vécue avec tous ces jeunes comédiens qui sont, pour certains, devenus des acteurs très connus. Donc, on les découvre dans leur quotidien, dans leur travail, on les découvre dans leurs relations entre eux, donc relations amoureuses, relations amicales. Il y a aussi le rapport à la drogue, le rapport au sida qui arrive à cette époque-là. Donc, tout ça forme un film, je trouve, plein d'énergie. Il y a des moments drôles, il y a des moments plutôt durs, il y a les rapports qui sont assez tendus, même par moments, avec les formateurs, avec Patrice Chéreau, et puis donc son collègue, donc j'ai oublié le nom, Pierre Roman. On se rend compte qu'il n'y a pas trop de bienveillance dans ces métiers-là. Il y a vraiment une dureté au niveau des relations. Donc tout ça forme un film, je trouve, assez généreux. Et puis il y a une actrice qui est magnifique, l'actrice qui joue le rôle donc, de Valeria Bruni Tedeschi, que j'ai trouvé vraiment extrêmement solaire, qui dégage pour le coup vraiment quelque chose de très fort. Donc globalement, ouais, j'ai beaucoup apprécié ce film. Brigitte, du même avis? Oui, moi aussi j'ai été emballée. Alors déjà, je trouve qu'elle a eu l'idée de ne pas vouloir faire de biopic où on essaye de représenter, par exemple, Patrice Chéreau, dont le visage, le physique était assez connu. Elle a pris Louis Garrel, qui est Patrice Chéreau, sans être dans l'imitation. Ça, c'était un bon choix. Et puis,
je trouve que là, on parlait tout à l'heure des États-Unis des années 80 qui étaient vraiment en arrière-plan, très arrière-plan. Et là, je trouve qu'elle a vraiment représenté ces années 80 avec la liberté sexuelle qui existait dans cette école qu'elle a fréquentée, le sida aussi qui était très présent dans les esprits, tout ça on le ressent très bien. Et puis elle a créé avec ses jeunes acteurs vraiment une espèce d'ambiance de troupe, enfin en tout cas on la ressent très bien, il y a une belle direction d'acteurs. Et puis, il y a aussi il y a cet effet miroir où ces jeunes acteurs, finalement, incarnent leurs ancêtres, si on peut dire, avec la même passion, les mêmes espoirs, les mêmes désespoirs, et ça, on le ressent très fort. Et puis, alors, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle a une espèce de, quand on le voit dans ses interviews, une espèce de vénération pour Patrice Chéreau, un petit peu son maître, mais en même temps, ça n'est pas du tout hagiographique, hein. C'est-à-dire qu'il est présenté comme aussi assez cassant avec les élèves, et puis alors, il y a même aussi une scène avec un jeune acteur de l'école. Je veux dire, cette scène, aujourd'hui, on parlerait d'agression sexuelle. Hein. Donc, il y a tout ça un peu. Elle n'a pas voulu faire un portrait ripolliné, disons, de Patrice Chéreau. Et donc, tout ça est assez fin, assez subtil et bourré d'émotions. Tout le monde est toujours un peu à fleur de peau. Et ça passe très bien, quoi. Ça crève l'écran. Juste pour en parler, votre avis, parce que le film est déprogrammé de plusieurs salles, vous avez peut-être entendu le scandale avec l'acteur principal, justement, qui est accusé d'agression sexuelle également. Oui. Alors moi, mon avis, c'est qu'on n'a pas à faire des choses comme ça, simplement parce qu'il y a une plainte contre cet acteur. La justice, c'est la justice, elle fait son enquête, bon voilà, mais moi... Faut mélanger les deux, quoi. Non, le film, l'œuvre est là, ça s'est passé voilà, avant. De même que je veux dire, je ne comprends pas comment on peut dire qu'il aurait fallu, il y a des gens qui défendent l'idée qu'il aurait fallu arrêter le tournage parce que 2 jours après le début du tournage, les producteurs ont appris qu'il y avait une plainte contre cet acteur. Non, enfin, je veux dire, arrêter un tournage. En plus, vous mettez 100 personnes au chômage qui, eux, ne sont responsables de rien. Enfin, je trouve ça aberrant, moi, qu'on dise des choses comme ça. Non, mais c'est très dur pour le film, parce que le film ne mérite absolument pas ça. Le film est de qualité, et je trouve que c'est scandaleux que des programmateurs, des directeurs de salles... comme ça, à l'emporte-pièce, prennent des décisions à l'emporte-pièce comme ça. C'est un film qui mérite d'être vu, qui mérite de vivre en salle. Et ensuite, faire le procès de cet acteur-là, c'est autre chose. On passe à autre chose. Mais là, je trouve ça, c'est dommage, vraiment dommage. Je posais la question à Cécile, qui programme justement des films ici, au cinéma Le France de Remiremont. T'en penses quoi, toi, justement? Est-ce qu'on fait la part des choses, ou toi, tu déprogrammais, tu programmerais pas le film on ici? continue à le programmer. Ouais. Et puis alors, pour tout vous dire, j'étais même pas au courant. Ah, j'étais pas au courant. J'étais même pas au courant. Donc, non, mais justement, parce qu'on en parle justement avec certains films de Woody Allen ou encore de Roman Polanski, c'est pareil. Est-ce qu'il y a il faut séparer l'homme de l'œuvre. Hein, voilà. Oui, dans une certaine mesure. Là, c'est un acteur parmi d'autres, d'après ce que c'est un des principaux rôles. Je te rejoins, il y a de tels enjeux économiques aussi. Et puis, voilà, il y a des plaintes contre lui, mais ça prouve quoi? Je veux dire, nous, spectateurs, on n'a pas à prendre parti dans cette affaire. Même exploitant de salle, quoi. Ouais. Ni un exploitant de salle. Ouais, exactement. Le temps de la justice, c'est un autre temps que celui de l'exploitation économique d'un film. On est d'accord. Et déjà, les chiffres s'en ressentent. Le film a perdu un spectateur sur 2. Ouais, direct. C'est assez violent. C'est incroyable. Ouais. Vous recommandez le film, une note sur 5. Brigitte? 4,5. 4,5, très bonne note. 4. Et 4, voilà. À découvrir, Les Amandiers, toujours à l'affiche dans certains cinémas, malheureusement. Et on va parler d'un film qui est sorti il y a quelques temps,
mais qui fonctionne très bien à l'affiche, c'est Couleurs de l'incendie, film dramatique historique réalisé par Clovis Cornillac. C'est l'adaptation mais écoutez, du livre du même nom de Pierre Lemaitre. C'est la suite de la saga initiée au cinéma, mais aussi dans l'ouvrage avec Au revoir là-haut. Au cinéma, c'était en 2017 par Albert Dupontel. Cette fois-ci, au casting, on retrouve Léa Drucker, Benoît Poelvoorde ou encore Alice Isaz. On regarde la bande-annonce et on en parle ici sur le plateau juste après. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis 3 ans. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites-moi confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs, l'extraordinaire puissance de ce turboréacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot? Mais de qui? Soyez prudente. Couleurs de l'incendie, c'est le 4e long métrage mis en scène par Clovis Cornillac. On en parle. Benoît, Cécile et Brigitte ont vu le film. Cécile, tu peux commencer. Alors moi, c'est une très grande déception. J'adore Pierre Lemaitre. Moi, j'ai adoré le roman. Alors, il a une écriture très romanesque, faite de plein de rebondissements. Bon, c'est, comme on dit, un page-turner. Hein. le livre, on ne le lâche pas une fois qu'on a commencé. Bon, on est dans un film de vengeance. Bon, à une époque cruciale de l'histoire de France, en 1929, au moment de la crise économique. Très belle reconstitution, décors, accessoires, costumes, vraiment magnifique. Mais Pierre Lemaitre, qui a écrit l'ouvrage, il a écrit le scénario, mais c'est pas un scénariste. C'est-à-dire que j'ai trouvé notamment que tous les dialogues étaient un petit peu artificiels, notamment dans la première partie. Clovis Cornillac, c'est un acteur, mais c'est pas forcément un réalisateur. Donc je trouve qu'il a du mal à diriger ses comédiens, notamment Léa Drucker. Alors Olivier Gourmet, Poelvoorde, impeccable. Hein, pas besoin d'être dirigé. Il y a des idées de réalisation, un merveilleux plan séquence qui ouvre le film. Mais alors des choses, mais d'une lourdeur. À un moment, il y a un ralenti, extrêmement ralenti, parce que sur un enfant, moi, je ne vais pas trop en dévoiler. Non, c'est vraiment une déception. Alors, c'est un petit peu mieux dans la deuxième partie du film, mais tout ça pour ça. Oh, mais moi j'entendais pas énormément de ce film, quoi. On savait que c'était une production à gros budget, un film forcément donc très populaire. Donc évidemment, en plus, comme tu l'as dit, je veux dire, Pierre Lemaitre, c'est du roman feuilleton, hein, je veux dire, comme on en faisait au 19e siècle. Donc je m'attendais à quelque chose de très calibré et c'est totalement ce qu'on a à l'écran, avec un casting, moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal tous dans l'ensemble. Comme tu l'as dit, les décors sont magnifiques, la reconstitution, les costumes, tout est repassé, machin millimétré. Et donc là-dessus, pas de surprise. Le seul regret que j'ai, comme tout lecteur de romans de Pierre Lemaitre, c'est la frustration d'avoir perdu énormément de choses en route. C'est souvent ce qu'on reproche en général aux adaptations de romans au cinéma, mais je pense que d'autant plus là, chez Pierre Lemaitre, on le ressent. Lemaitre, c'est un romancier qui mériterait d'être adapté en série.
C'est tellement riche, il y a tellement de détails, de rapports à l'histoire, parce que on est dans du roman feuilleton, mais il y a énormément de références à la finance de l'époque, aux industriels, à la manière, aux inventions de l'époque, etc. Donc la montée du nazisme. La montée du nazisme, etc. On part vraiment dans beaucoup de directions, et résumer ça en, je crois, il fait 2 heures à peu près le film. 2h15. 2h15, mais même 2h15, c'est extrêmement court. Donc c'est un petit peu frustrant, mais globalement, je trouve que c'est un produit qui est plutôt bien fait. C'est bien fait, Brigitte. C'est bien fait. Oui. Alors bon, par contre, il faut pas du tout le comparer avec Au revoir là-haut, qui était. C'était une de mes questions, la partie avant de l'histoire d'Albert Dupontel, qui était une sorte de chef-d'œuvre, puisqu'il avait réussi à garder l'histoire, l'esprit de Pierre Lemaitre, tout en faisant quelque chose de très personnel et de très original. Là, on est dans quelque chose de plus classique, de beaucoup moins inventif, mais je trouve que quand même, ça reste un bon film populaire. Et je me dis que peut-être ces films-là peuvent aussi ramener des gens au cinéma pour voir des films comme ça sur grand écran. Donc je trouve que c'est un film qui est tout à fait respectable et plaisant à voir. Film à découvrir donc, toujours dans les salles. Il est en fin d'exploitation, mais voilà, vous le recommandez. Cécile, une note pour ce long métrage? 1. Ah oui, 1 sur 5. Oh, c'est violent, oui. Oh, c'est violent. Oui, mais bon... Ah oui, il n'y a vraiment rien pour toi. On a bien compris. Benoît, plus généreux. 3,5. 3,5, voilà, un peu plus pareil. la moyenne. Pareil, voilà. Donc, film à découvrir dans les salles. Allez, on repart avec un film américain, Amsterdam, dont on va vous parler dès à présent. C'est un drame policier américain réalisé par David O. Russell avec Christian Bale ou encore Margot Robbie au casting. Et c'est l'histoire de 3 amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Regardez ces quelques images et on en parle ici sur le plateau après. Harold, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Veuillez m'excuser. Bonjour. Il y a le cadavre d'un blanc dans une boîte. Ce n'est pas un cercueil, ça. Il n'y a même pas de couvercle. Ce n'est qu'une vieille boîte en pain. Qui va avoir des ennuis, à votre avis? Fais-moi plaisir. Essaie d'être un peu optimiste. On n'arrive pas jusqu'ici sans s'y être préparé très longtemps à l'avance. Et c'est ainsi que 2 soldats et une infirmière se sont retrouvés à Amsterdam. Nous avons fait un pacte et nous nous sommes jurés de nous protéger les uns les autres, quoi qu'il arrive. Nous sommes dans une drôle de situation. On nous accuse d'avoir tué quelqu'un alors que c'est faux. Vous avez fui les lieux avec Woodman. Le tueur a pointé son arme sur nous. On n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on est coupable? Je sais pas, c'est peut-être la description. Un docteur qui cherche son œil par terre et son avocat noir, ça court pas les rues. J'ai fait mes études à Columbia. Nous avons besoin d'aide pour découvrir la vérité. Mon ami a été assassiné parce qu'il avait assisté à quelque chose de monstrueux. Cette affaire se révèle bien plus complexe que ce qu'on pensait. Vous allez devoir m'obéir si vous voulez qu'on s'en sorte. J'ai déjà poignardé un homme et une fois j'ai frappé une femme avec une brique. Quoi? C'est une longue histoire, mais avec vous deux, ce sera un jeu d'enfant. Nous vivons une époque dangereuse. Surtout sois prudent. Ce que je m'apprête à faire pourrait mettre ma vie en danger. Le coucou est dans le nid et le coucou va bientôt se faire piéger. Le coucou. Voici l'une des dernières innovations en provenance de Zurich. Ça supprime toutes les douleurs. Dans mon cas, on n'a pas d'autre alternative que l'alcool et la morphine. Et il y a un risque d'addiction. Oh, c'est rapide. C'est très efficace.
Amsterdam, toujours à l'affiche, qui marque déjà la 3e collaboration entre Christian Bale et le réalisateur du long-métrage, après American Bluff et Fighter. Et on lui doit également un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2011 pour Christian Bale. Amsterdam, ça donne quoi, Jérôme ? Ça donne un gros mélange de talents. Il y a des personnes pleines de talents à l'écran. Il y a des personnes qui en ont aussi derrière la caméra en temps normal. Des décors magnifiques, une image sublime, un scénario complexe inspiré d'une vraie histoire. Une vraie histoire, c'est vrai, il faut le préciser. Aux États-Unis. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. On comprend rien en fait. Je crois l'un des plus gros problèmes du film, c'est qu'on ne comprend rien du tout. 3 amis qui se sont connus pendant la Première Guerre mondiale, qui se retrouvent embarqués dans une enquête rocambolesque pour découvrir des choses qui les dépassent complètement. Mais on ne comprend strictement rien. Plus le film avance, plus on a l'impression d'être laissé de côté. Et eux, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Et nous, on se dit mais je comprends rien, je sais pas où ils vont, je sais pas quel lien ils sont en train de faire. Voilà. Et puis on a Christian Bale, j'adore Christian Bale, mais là il cabotine quand même vraiment beaucoup. Et ça finit par être épuisant en fait. Moi le film m'a assommé, vraiment assommé de dialogues incompréhensibles, de surjeu de la part de Christian Bale, et puis pour un final qui tombe complètement à plat. Donc, Ah oui, c'est vraiment raté de A à Z, ouais, c'est le cas de le dire. vraiment. Cécile, tu as l'air d'accord? Ah oui, une déception, c'est un gloubi-boulga. Ouais. Alors moi, je connaissais pas cette tentative de coup d'État dans les années 30 aux États-Unis, avec d'anciens vétérans de la Première Guerre mondiale. Ça, c'était intéressant parce que j'ai appris que ça avait véritablement existé. Mais alors, on nous enrobe ça avec des dialogues à non plus finir, qui se veulent explicatifs, mais en fait, qui n'expliquent rien du tout, qui nous enfoncent encore plus. Moi, je sauve quelqu'un, c'est Margot Robbie. Ouais. Je suis amoureuse de cette femme. Je trouve que c'est la plus belle femme du monde et de toute l'histoire de l'humanité. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est pas une grande actrice. Ah bah, comment elle était là tout d'un coup. Non, mais elle a un physique incroyable. Alors moi, j'ai bien aimé les relations avec les 2 autres hommes. Il y a un petit peu de Jules et Jim, bon, c'est un peu le tourbillon de la vie. Je pense qu'ils auraient dû travailler plus ça, mais quelle déception. Quelle déception. Bon, il n'y a rien à en dire, quoi. Non, c'est assommant. Non, il ne faut surtout pas. Ah oui, c'est vraiment assommant. Ouais. J'ose même pas demander les notes, mais on va demander quand même, Jérôme. Parce que tu as dit qu'il y avait une belle image quand même, il y a des choses à sauver quand même. Magnifique, il y a des bons acteurs. Moi, je mettrais 2 quand même, parce que dans la forme, c'est pas mal. Mais le fond, ça va pas du tout. C'est un peu la base quand même d'un film. Moi, je mettrais 0,75 en dessous des couleurs de l'incendie. Ça fait pas beaucoup pour Margot Robbie quand même. Ouais, Margot, c'est juste pour la beauté de Margot Robbie. Ça note sévère quand même. Ah oui, ouais, je trouve que c'est sévère. Je trouve que Jérôme note juste. Il respecte vraiment toutes les parties du film, autant toi tu tailles. Ah oui, écoute, je suis dans un mauvais jour. Ouais, tu es quand même d'accord avec ce que Jérôme vient de dire. Ah oui. Oui, pour tout l'aspect technique, quoi. Ouh. Ah oui. Peut-être monter à 1 du coup. Ouais. Allez, 1 sur 5. C'est l'inflation. Ah ouais, déjà, on ne met pas les 0,25. Non, normalement, non. Mais c'est bon. Mais bon. Allez, minimum 1. Il n'y a pas de mauvais film qui mérite le 0. Ah si. Cécile, attends, sortir on va voir. Il y a des 0, mais on va pas. Il y en a. Va le voir. Non, mais je crois qu'il dure longtemps en plus. Il dure plus de 2 heures. Plus de 2 heures, 2h40. Ouais, c'est ça. Et t'as l'impression qu'il en dure 4. Ah non, 6, 7, tout ce que je déteste. Ah ouais, je comprends. Ok. Ça va pas. Bon, on va voir avec le prochain film si c'est aussi compliqué. Je ne pense pas. C'est La Conspiration du Caire. Long métrage qui est sorti il y a quelques temps dans les salles. C'est un thriller suédois réalisé par Tariq Saleh. C'est prix du scénario au Festival de Cannes, donc ça doit quand même donner du bon. On regarde ces images et ensuite on en parle dans l'émission. عشانك الأزهر نارت العلوم الإسلامية واختاروك أنت. ده أول يوم ليك؟ يا دوبك وصلت. أهلا.
بس حاجة يا شيخ يلا. زي ما انتم عارفين شيخ الازهر توفى امبارح. اختيار الشيخ الجديد قضيه الامن الوطني بالدرجه الاولى. الرئاسه عايزه الببلاوي. خلوهم يختاروه. انا اتكشف، لازم تخليني اخلع. شوف لي ملك جديد، ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. ادم هو نموذج للطالب المثالي. عندك قرايب هنا في مصر؟ لا، محتاجينك تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. تصلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. ادم، ايه العكه اللي حطيت نفسك فيها دي؟ تشتغل لحساب مين؟ عندي شويه معلومات تهم فضل. سمعة الازهر كله هتتمرمغ في التراب. تعرف ايه حكم المرتد؟ الاعدام. La conspiration du Caire est un thriller politique et c'est Cécile qui a vu le film avec Benoît. Benoît. Oui, j'ai envie de dire prix du scénario amplement mérité à Cannes pour ce thriller politique qui nous amène dans les rouages du pouvoir égyptien. Alors au début, c'est assez compliqué parce qu'il faut s'y retrouver. Il y a le pouvoir religieux. Déjà, il faut dire qu'au départ, il y a un imam qui meurt comme ça. Il faut le remplacer, il faut lui trouver un remplaçant. Du coup, ça suscite tout un tas une sorte d'émulation au sein du pouvoir religieux, mais aussi politique, parce qu'on se rendra compte que très vite, les deux sont liés. Là-dessus, il y a l'armée, il y a la police qui a aussi son influence. Et puis arrive un petit jeune qui sort un fils de pêcheur et qui se retrouve avec une bourse pour aller étudier dans une université. Et le voilà donc qui se retrouve au cœur du pouvoir politico-religieux égyptien. Et tout de suite, on est embarqué dans ce film, on est happé véritablement, d'une part par les décors, il faut dire que c'est magnifique, ça a été reconstitué, donc on est censé être en Égypte, mais ça a été reconstitué dans une mosquée en Turquie, qui est vraiment, on est dans des dédales, dans des couloirs, dans des tours, sur des terrasses, et c'est vraiment impressionnant. Et donc, on suit les traces de ce gamin-là, alors qu'il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Et je trouve que le film est assez bluffant, captivant, je l'ai dit, mais vraiment bluffant parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. On a des gens qui jouent un double rôle, un double jeu, et puis ce gamin-là qui est plutôt perdu. En plus, on sent qu'il n'a pas les épaules, il n'a pas la carrure pour prendre tout ce qui lui tombe dessus. Et je trouve que le film fonctionne merveilleusement bien. Cécile, tu es d'accord? Oui, tu as raison. Moi, je n'avais pas vu Le Caire confidentiel, mais je crois que je vais, c'était très, très bien. Je vais essayer de le voir très rapidement. Alors, on est dans cette université, effectivement, du Caire qui existe depuis le 9e siècle, qui est vraiment une institution. Et l'imam à la tête de cette université, si j'ai bien compris, ce serait quand même l'équivalent du pape dans la chrétienté catholique. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important qui meurt. Alors, ça arrive dès le début du film. Et on a un film d'espionnage, en fait. On a une taupe, comme ça, qui est infiltrée avec ce jeune homme qui, justement, n'a pas les épaules, qui va être obligé de faire des sacrifices, notamment la trahison d'un ami. C'est absolument terrible. Oui, et puis on est embringué, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même poser les bases au départ, savoir un peu ce qui joue en Égypte, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, parce que pour un occidental comme nous, c'est pas forcément évident de se repérer dans un premier temps. Puis je pense qu'il y a un héros dans ce film, c'est le décor. Le décor, donc, qui a été... ils ont repris, je crois, une mosquée en fait en Turquie. Oui, c'est ça. Et c'est magnifique.
Et puis il y a ce mélange de culture traditionnelle et de modernité, parce que l'Égypte, c'est ça en fait. Hein, c'est un pays qui est pris entre la modernité, l'influence occidentale, et à la fois la religion et toute la tradition. Le poids, on connaît le poids de la tradition dans la religion musulmane. Et donc c'est un pays qui est pris comme ça entre deux feux. Et on a le gamin dans le film, il est vraiment à l'exemple de ça, quoi. Moi, ça m'a rappelé un petit peu les polars, les thrillers paranoïaques des années 70, des films de Costa Gavras ou de Pakula, où on ne savait jamais si certains personnages étaient du bon côté ou du mauvais côté. Et non, c'est vraiment un film magnifique qui sera, à mon avis, dans les grands films de l'année. Dans les grands films de l'année, voilà, pour terminer cette émission. Une note peut-être voilà, là, je pense que là, pour le coup, Cécile va être généreuse sur ce film-là. Je vais mettre 4. Voilà, 4 sur 5. Moi, je mettrai 4,5. 4,5, voilà, on frôle presque la perfection avec un 5 sur 5. Donc, La Conspiration du Caire à découvrir. En plus, prix du scénario à Cannes, et c'est mérité, vous l'avez dit. Voilà, cette émission s'achève. D'autres films seront bien sûr argumentés prochainement. Merci à tous les 4 d'avoir donné vos avis. N'hésitez pas à donner vos avis également sur les réseaux sociaux, sur les pages de l'émission. On se retrouve très vite pour un nouveau On en fait tout un cinéma. Portez-vous bien et à très vite. Merci. Au revoir.